L'Iran a donc un nouveau président. Le candidat réformateur Massoud Pezeshkian a remporté le second tour de la présidentielle. Il a vaincu l'ensemble de ses adversaires, tous issus du camp conservateur. Alors le nouveau président pourra-t-il réformer le pays? Quel changement peut-on en attendre? Quelle sera sa réelle marge de manœuvre? On en parle ce soir avec nos invités. Marmar Kabir, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes journaliste collaboratrice de la revue Orient 21 et membre de la rédaction persane du Monde diplomatique. Et en plateau également avec nous, notre éditorialiste Slimane Zeguidour. Bonsoir Slimane. Bonsoir. Ravi d'être avec vous. Alors une première question pour vous, Marmar Kabir. Quelle a été d'abord votre première réaction lorsque vous avez appris la victoire de ce réformateur à la présidentielle en Iran? Alors, sincèrement, beaucoup d'incertitudes. Je ne pouvais pas savoir, puisque premier tour, il y avait eu 40% de participation. Et ce qui est très peu. Ce qui est peu, mais continue avec les précédentes élections iraniennes. Et on ne savait pas, avec la petite avance qu'avait Pezeshkian, est-ce qu'il y aura une mobilisation de l'abstention de ceux qui n'ont pas voté et dans quelle mesure? Et finalement, il y a eu 6 millions de personnes qui ont voté. 6 millions, donc c'est 10%. Et il semble que la plupart ont voté quand même, en grande majorité, pour Pezeshkian. Donc, on va dire surprise. Et selon vous, c'est un vote d'adhésion à son programme ou c'est plutôt un vote de rejet du camp conservateur au pouvoir depuis des années? J'ai envie de dire que ce n'est pas un vote d'adhésion. C'est peut-être un vote de circonstance, on peut peut-être dire comme ça. C'est-à-dire qu'ils ont encore une fois, les Iraniens, utilisé le moyen qu'ils avaient pour s'exprimer par rapport à la situation, avec le candidat dans l'ouverture contrôlée, le seul candidat réformateur qui a eu l'autorisation de se présenter, qui est passé les filtres du Conseil. Le Conseil des gardiens. Conseil des gardiens de la Constitution. De la Constitution qui valide effectivement les candidatures. Il faut préciser quand même peut-être aussi le contexte dans lequel s'inscrit cette élection, Slimane Zeguidour. Un contexte économique assez compliqué pour les Iraniens. Oui, avec une inflation qui est à 40%. Et puis, le candidat réformateur, lors de la dernière élection, la commission électorale avait refusé la candidature d'un réformateur. Il y avait un refus de principe, donc idéologique. Ce qui fait que les électeurs ont compris que cette fois-ci, le fait qu'on ait autorisé un réformateur, c'était donc une soupape de sûreté, de sécurité que le régime concédait à la population. Tout le monde s'est précipité dedans parce que, effectivement, la question économique est absolument écrasante. Les conditions sont écrasantes pour l'Iranien moyen. Par exemple, sur le plan du travail, la stabilité de l'emploi n'est plus aussi garantie qu'avant, quand l'économie était super étatisée. Il y a des privatisations, il y a une précarisation générale du marché de l'emploi, surtout dans un pays où la jeunesse représente, les moins de 25 ans représentent peut-être 40% de la population. Il y a des dizaines de milliers de diplômés chaque année qui sortent des universités, qui sont jetés sur un marché de l'emploi qui est déjà saturé et avec une économie très peu diversifiée et grévée par les restrictions à l'importation, à l'exportation des seules richesses, principales richesses de l'Iran, qui sont le gaz et le pétrole. Donc des difficultés qui écrasent effectivement les Iraniens. Quels sont véritablement les pouvoirs du président de la République en Iran? Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui en Iran, le pouvoir judiciaire et le pouvoir législatif, les deux sont dans les mains des conservateurs. Il y a aussi le guide, qui finalement, d'après la Constitution et le régime iranien, c'est le guide qui décide des grandes lignes de la politique étrangère et aussi de la politique intérieure. Le président a un rôle exécutif, purement exécutif, comme le président Raïssi, qui avait un rôle purement exécutif, mais on sait que par exemple le président Raïssi suivait la même ligne que l'ayatollah Khamenei. Est-ce qu'on peut imaginer que ce nouveau président réformateur va essayer de faire bouger les lignes, et notamment sur ces questions de politique économique? Alors,
Déjà, avant de répondre à votre question, à mon avis, ce nouveau président, ce n'est pas sûr que quand on dit réformateur, il aura des réformes qui vont aller dans le sens de l'intérêt de la population. Alors ça veut dire quoi précisément être réformateur en Iran, pour qu'on comprenne bien? Oui, c'est un terme effectivement ambigu. Et comme il y a un guide de la révolution qui veille sur la bonne marche idéologique et surtout sur le cadre idéologique et l'architecture institutionnelle, le président ne peut fonctionner qu'en allégeance complète vis-à-vis du guide. Et d'ailleurs, le nouvel élu a déclaré qu'il était fidèle et loyal au guide de la révolution. Peut-être que s'il c'est des réformes purement techniques, technocratiques sur le plan de l'économie, la privatisation, créer de nouveaux emplois, peut-être que là, il peut faire des réformes. Mais lui, il a appelé à libérer, par exemple, les prisonniers politiques, peut-être alléger un peu le statut de la femme, mais il ne peut... là où on attend, je parle sous le contrôle de notre consoeur iranienne, là où on attend de la réforme, c'est en fait de façon indirecte. C'est-à-dire, s'il réchauffe les relations avec l'Occident et que les sanctions sont allégées, là, il y aura une bouffée d'air, une bouffée d'oxygène économique dont la population pourrait en profiter. Ça, vous y croyez, vous, à ce réchauffement des relations entre Téhéran et l'Occident avec l'arrivée de ce nouveau président à la tête de l'Iran? Là aussi, il y a des histoires de marge de manœuvre. Parce que, bon, c'est vrai que M. Zarif, qui était le ministre des Affaires étrangères à l'époque des réformateurs, était dans les négociations avec l'Occident. Qui lui a d'ailleurs apporté son soutien. Et qui lui a énormément apporté son soutien pour cette campagne des réformateurs. C'est vrai qu'ils vont tout faire pour essayer de normaliser. Mais, encore une fois, la question qui se pose, c'est avec quel Occident ? Parce que l'Occident d'aujourd'hui, ce n'est plus l'Occident même l'Occident de 2015. On est en période après la guerre au Gaza. On est, j'ai envie de dire quelque part, un peu le déclin de l'Occident. Quel Occident ? L'Iran veut, dans un monde où aujourd'hui il y a BRICS, il y a l'accord de Shanghai. L'Iran fait partie des BRICS, l'Iran fait partie de l'accord de Shanghai, l'Iran a des relations économiques avec la Chine, avec la Russie. Malheureusement, avec l'Inde, malheureusement, les Européens n'ont pas pris la place qu'ils pouvaient prendre dans avec l'Iran. C'est la Chine qui a fait que l'Iran et l'Arabie saoudite ont eu des normalisations de relations. L'Europe est absent. Donc, et il y aura peut-être aussi un changement de régime aux États-Unis à la fin de l'année avec Donald Trump revient au pouvoir. Et le deuxième point que je voulais dire, pour revenir aux réformes, quand on dit réforme, on peut comprendre réforme pour changer les choses. Est-ce que c'est pour aller en avant ou est-ce que c'est pour aller à l'encontre des acquis ? Parce que, par exemple, c'est à l'époque des réformateurs qu'on a eu des CDD en Iran qui sont passés à 90%. 90% des contrats de travail en Iran, aujourd'hui, sont des CDD. Incroyable. Alors qu'avant, c'était 90% CDI. 15 000... les réformateurs ubérisent en quelque sorte la société iranienne. À Téhéran, on a 54% des écoles qui sont privatisées avec les réformateurs. 54% des écoles privatisées. En fait, le mot réforme qu'on utilise en persan et qui est le même en arabe, c'est islah. Ça ne veut pas dire changer, transformer, métamorphoser. Ça veut dire redresser, remettre dans la bonne voie. Mais quelle est cette voie ? Est-ce que c'est celle du guide de la révolution ou est-ce que c'est celle de l'intérêt de la population ? Et surtout, il faut rappeler que les conservateurs restent quand même présents dans la majorité des institutions iraniennes. Comment est-ce que se manifeste justement cette présence, cette mainmise sur les institutions du pays ? Alors, tout ce qui est le pouvoir judiciaire, c'est les conservateurs, ça c'est clair. Au Majlis, donc le Parlement, il y a les conservateurs, en majorité encore. Et après, bon... Tout dépend aussi, parce que dès à présent, Pezeshkian a dit ce matin, il a créé un comité de soutien. Est-ce qu'il y aura
une implication des gens qui vont aller dans ces comités? Est-ce que le dynamisme va être créé? Dans quel sens? Tout est à faire, tout est à construire. Moi, j'ai appelé mes amis en Iran. J'ai plus entendu de l'espoir ce matin. De l'espoir. Peut-être aussi de l'espoir pour la région. En tout cas, la question mérite d'être posée. Slimane Zeguidour, il faut rappeler que l'Iran aujourd'hui est au cœur de plusieurs crises géopolitiques. Oui. L'Iran est impliqué dans la vie politique, sécuritaire et économique en Irak, en Syrie encore plus engagé. Au Liban, évidemment, il y a un ancrage qui remonte à 50 ans. Et il y a sa présence, son implication au Yémen avec les Houthis qui contrôlent les entrées et les sorties de la mer Rouge. Donc l'Iran joue un rôle, en plus, il y a son rôle en Asie centrale. En Ouzbékistan, au Tadjikistan. Le Tadjikistan est un pays ex-soviétique, mais de langue et de culture persane. Il y a des communautés iranophones en Ouzbékistan, notamment à Bukhara et à Samarcande. Il y a même en Inde, il y a les grands capitalistes, les grandes familles capitalistes de l'Inde sont ce qu'on appelle des Parsis, c'est-à-dire d'anciens Iraniens zoroastriens qui avaient fui l'islam pour se réfugier en Inde, mais qui sont encore un des socles du capitalisme indien. Donc l'Iran joue sur tous ces tableaux pour s'imposer comme une puissance régionale. Mais évidemment, avec les sanctions économiques, ses moyens financier, le fait qu'elle inspire de la peur à ses voisins arabes du Golfe, bien que les relations soient en train de se réchauffer, comme on l'a dit, avec l'Arabie saoudite, il est question que le prince régent d'Arabie saoudite se rende dans les jours qui viennent en Iran. Donc tout cela fait que l'Iran est à la fois entravé par les sanctions occidentales, mais en même temps attiré par sa volonté de rayonner dans les pays alentour. Et une question pour vous, Marmar Kabir. Justement, on sait que l'Iran soutient aujourd'hui dans la région, notamment le Hamas au pouvoir dans la bande de Gaza, le Hezbollah au Liban, les rebelles houthis au Yémen. Est-ce qu'on doit s'attendre à une rupture de ce soutien avec l'arrivée au pouvoir de ce président Pezeshkian, ou au contraire, ça ne va rien changer? L'Iran, il faut constater quand même que l'Iran ne veut pas la guerre. Ça, on l'a vu depuis 7 octobre, et même avant. L'Iran ne veut pas la guerre, ni le guide, ni l'ex-président Raïssi, ni l'aile qu'on pouvait considérer comme, entre guillemets, réaliste des conservateurs. Il y avait un noyau parmi les conservateurs qui voulait aller plus loin et qui voulait faire la guerre. Donc, dans l'ensemble, quand vous regardez l'attitude de l'Iran depuis 7 octobre, l'Iran n'a pas voulu aller en guerre. Et donc, je pense que l'arrivée de Pezeshkian va encore plus dans ce sens où l'Iran ne va pas attiser la guerre dans la région. Alors l'Iran ne veut pas aller en guerre, mais l'Iran, ça c'est un autre dossier tout aussi délicat, poursuit son programme nucléaire. Est-ce que justement l'arrivée au pouvoir de Massoud Pezeshkian peut ramener l'Iran à ses engagements initiaux vis-à-vis des Occidentaux sur ce dossier délicat? Quand il y a eu des inspections de l'agence en Iran, de l'AIEA, l'Agence internationale de l'énergie atomique, ils n'ont pas constaté que l'Iran a vraiment n'a pas respecté ses engagements. Alors, aux dernières nouvelles, le patron de l'AIEA il y a une suspension des inspections à un moment donné. Et il y a eu des arrêts des inspections. Oui. Et aux dernières nouvelles, l'AIEA, effectivement, disait que l'Iran dépassait les seuils autorisés en matière de production atomique. Alors, ça, je pense que Pezeshkian, c'est pas dans son... Enfin, je ne suis pas sûre que ça soit dans son domaine, dans des questions stratégiques comme le nucléaire ou comme l'axe de résistance, de pouvoir imposer. Ça dépendra, encore une fois, du rapport de force. Il faut dire qu'il y a un point qui fait consensus en Iran, mais vraiment de l'extrême droite à l'extrême gauche, c'est que tout le monde pense que l'Iran doit pouvoir maîtriser le cycle de l'atome civil d'un bout à l'autre de la chaîne, ce que d'ailleurs l'AIEA lui reconnaît.
Je reconnais. Merci beaucoup Slimane Zeguidour, éditorialiste à TV5 Monde. Et merci à vous Marmar Kabir, journaliste collaboratrice de la revue Orient 21 et membre de la rédaction persane du Monde diplomatique.